ce n'est pas là la question. C'est pas l'accord qui est sur la table. C'est pour ça qu'en fait, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on est pour un accord, mais quel type d'accord? Et cette question n'est jamais posée. Et on est en train réellement d'essayer de faire une espèce de lavage de cerveau à l'opinion publique. Mais lorsqu'on pose la question comme il faut, et j'ai vu au moins 3 sondages dans ce sens, vous avez une majorité écrasante des Israéliens qui comprend le coût de cette guerre. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likoud et je voudrais qu'avec vous, ensemble, nous fassions un peu le point sur la situation liée à la bande de Gaza. Certains observateurs ont du mal à comprendre la position de Binyamin Netanyahou. Jusqu'à il y a 15 jours ou 3 semaines, il était favorable à un accord partiel. Maintenant que le Hamas est prêt à un accord partiel, il demande un accord global. On a du mal à suivre la politique, en tout cas l'attitude du gouvernement, du Premier ministre en particulier. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux décrypter Binyamin Netanyahou ? Je pense que le gouvernement de Netanyahou a accepté l'accord proposé par Steve Witkoff, qui, de façon très claire dès le mois de mars d'ailleurs, on est bientôt en septembre, statuait du retour de 10 otages parmi les 20 vivants. Bon, cette semaine, président Trump a dit qu'il y en avait moins apparemment de 20 vivants, puis la moitié des otages décédés. Le Hamas joue la montre. Le Hamas ne veut pas d'accord avec Israël. Le Hamas, systématiquement, au money time, rajoute des conditions qui rendent l'accord impossible. Cela a conduit Benjamin Netanyahou, et à mon goût un peu trop tard, à comprendre que le Hamas n'était pas intéressé par un accord, mais qu'il était intéressé par essayer de gagner du temps, parce que c'est sa seule façon de rester en vie. Le Hamas ne libérera jamais les derniers otages. C'est la seule carte qui lui permet de rester en vie. Et le Hamas n'a aucune possibilité, en se basant sur ses propres forces, de gagner ce conflit. La seule chose qui pourrait permettre au Hamas de rester en vie, c'est la distorsion au sein d'Israël autour justement des otages, couplés avec la pression internationale qui est ces dernières semaines extrêmement alimentée malheureusement par ce que disent certains officiels ou anciens officiels ou politiques à la gauche de l'échiquier politique en Israël. Mais le Hamas, la semaine dernière, avait donné l'impression qu'il acceptait le principe d'un accord partiel. Vous dites c'est pas vrai, vous dites en fait il a accepté du bout des lèvres et il pose tellement de conditions que c'est pas réaliste. Bien sûr que non. Lorsque vous lisez non pas ce que les gens disent que le Hamas dit, mais ce que le Hamas dit au travers de ses porte-paroles. Il y a quelques semaines, Walid Atta disait de façon très claire, on est d'accord pour un accord partiel qui, dans le cadre duquel Tsahal se retirait de toute la bande de Gaza, le périmètre y compris, le fameux périmètre sécuritaire y compris. Il y a pas moins de 3-4 jours, il y a eu une opération du Hamas qui visait à prendre en captivité d'autres soldats. Des soldats pour ajouter en fait encore un as, j'allais dire, dans leur manche. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne une minute pour comprendre la gravité de la situation. On est dans une lutte avec un ennemi qui nous a attaqués de façon féroce et qui ne jure que par l'annihilation de l'État d'Israël. Et ce qui se passe avec ces histoires d'accord, c'est que malgré le fait qu'on sait que c'est ce qui risque de le laisser en vie, il y a certaines personnes en Israël qui prétendent être capables, juste pour un cessez-le-feu, ils le savent, ce sera temporaire, de bien vouloir le laisser en vie. Et c'est tellement abject que certains leaders du monde, dit le monde libre, avec bien évidemment le président Macron en fer de lance, récompensent
ces terroristes pour l'acte de barbarie qu'ils ont fait, en leur donnant des reconnaissances diplomatiques et des victoires diplomatiques qui ne pouvaient jamais espérer au préalable avant d'avoir tué, brûlé, violé et pris en captivité des innocents. Donc on est vraiment dans une situation où, au niveau de l'explication de la position tout à chacun, en tout cas des deux belligérants dans ce conflit, on est vraiment dans une sorte d'impasse logique, dans une sorte de fourberie morale qui est réellement poussée non seulement par une extrême minorité en Israël, parce que tous les sondages sérieux, bien évidemment, le peuple d'Israël veut mettre à terre le Hamas après ce qui s'est passé de façon définitive. Je vous arrête là parce que lorsque l'on entend, on va dire, les partisans d'un accord, même les familles d'otages, ou une partie des familles d'otages, bien on a le sentiment que les sondages disent exactement le contraire. Ils répètent, on va dire, comme une mantre de manière récurrente, qu'il y a 70-80% de la population qui veut un accord. Mais c'est bien ça le problème, Daniel, c'est que lorsque le sondage est fait, et c'est intéressant parce que il y a l'association Imtirtsu qui a invité, justement, qui a payé pour que un sondage soit fait et que la question soit posée comme il faut. Si je vous pose la question de savoir est-ce que vous voulez un accord pour libérer les otages, bien sûr que oui. Un accord, oui. Au final, on va libérer les terroristes, on va récupérer des otages. Si ça s'arrête là, c'est bien. Mais c'est pas cela la question. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord de faire un accord avec le Hamas dans le cadre duquel Israël capitule, le Hamas reste en vie, il reste une organisation armée qui gère tout ou partie de la bande de Gaza et qui a les capacités derrière, grâce à un accord international qui nous empêcherait de reprendre la guerre, de se reconstituer et de refaire un 7 octobre. Eh bien, lorsque vous posez cette question de cette façon-là, parce que c'est cela ce qui demande, à aucun moment le Hamas ne parle d'un simple échange ce serait même pas un échange de prisonniers parce que nous ils ont été il s'agit chez eux de terroristes avec du sang sur les mains alors que chez nous il s'agit de jeunes innocents qui dansaient à un festival de musique. Mais ce n'est pas là la question. C'est pas l'accord qui est sur la table. C'est pour ça qu'en fait la question n'est pas de savoir est-ce qu'on est pour un accord, mais quel type d'accord? Et cette question n'est jamais posée. Et on est en train réellement d'essayer de faire une espèce de lavage de cerveau à l'opinion publique. Mais lorsqu'on pose la question comme il faut, et j'ai vu au moins 3 sondages dans ce sens, vous avez une majorité écrasante des Israéliens qui comprend le coût de cette guerre, qui comprend le prix qu'on va devoir payer et qu'on risque d'avoir à payer. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous me parliez de Benjamin Netanyahou, c'est que Benjamin Netanyahou comprend qu'on est arrivé dans ce money time où on ne peut plus laisser le Hamas jouer la montre, parce que c'est ce que le Hamas fait jusqu'à maintenant. Et son gouvernement a demandé à Tsahal d'aller sur la phase qui est la phase de Acha, donc la phase de victoire finale. Et donc, lorsque Benjamin Netanyahou parle de conquête de la ville de Gaza, il est sérieux, vous avez le sentiment qu'il va aller jusqu'au bout, ou alors il s'agit aussi d'une sorte de pression, un lieu de pression important, pour justement pousser le Hamas à faire des concessions dans le cadre d'un accord? Parce que c'est ce qu'il dit, Netanyahou. J'allais dire là, c'est l'éternel débat autour de la position de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il veut un accord partiel? Est-ce qu'il veut en finir maintenant? Quelle est réellement sa position? Mon sentiment, c'est que Benjamin Netanyahou a changé réellement d'avis. C'est-à-dire que effectivement, en mars, Benjamin Netanyahou voulait l'accord proposé par Steve Witkoff, voulait les 60 jours de cessez-le-feu, était prêt à un repli tactique de Tsahal sur le périmètre pour pouvoir récupérer 10 otages vivants. Je crois que 6 mois après, ou plusieurs mois après, Benjamin Netanyahou a compris que le Hamas, quelque part, a joué la montre, quelque part, s'est foutu des négociateurs israéliens et de leur position, et j'allais dire, enorgueilli du fait qu'il a des victoires diplomatiques dans le monde grâce à des gens un peu loufoques comme le président Macron. Eh bien, ils ont décidé de se retirer
de l'accord qui se profilait. Et donc je crois que Benjamin Netanyahou voit dans cette offensive de Gaza le début de l'acte final. Il y a un débat après qui est un débat tactique, un débat militaire tactique, de savoir est-ce qu'il s'agit réellement d'un acte qui va faire plier le Hamas. Je rappelle que le précédent chef d'état-major, Herzi Halevi, pensait qu'en rentrant, sortant et en donnant des coups un peu comme une tour, hein, pour lui, il disait que le Hamas était une tour, puis on allait donner des coups, et puis au final, il y aurait un coup qui ferait effondrer, qui permettrait à la tour de s'effondrer. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et puis le nouveau chef d'état-major avec Merkavot Gidon 1 va avec une approche qui est une approche différente. C'est une approche où on avance beaucoup plus lentement, mais on détruit effectivement tout sur notre passage. Donc on est plutôt dans un modèle d'expulsion et d'éradication systématique des infrastructures terroristes. Mais ça, c'est un débat tactique. Vous me posez la question politique, la question stratégique. Oui. Pour ma part, Benjamin Netanyahou a changé d'avis. Pour ma part, il a compris que on n'est plus à la période, j'allais dire, de l'accord temporaire avec le Hamas est révolue. Alors, un mot sur les deux pays médiateurs, parce que finalement, on se rend compte, on pourrait se demander si les pays médiateurs, ils ont un rôle normalement assez déterminant. Ils auraient pu exercer des pressions pour faire parvenir à un accord, ou en tout cas faire fléchir le Hamas. Et ce qu'on constate, eh bien, c'est que d'un côté, le Qatar, lui, semble au contraire vouloir renforcer le Hamas. Et de l'autre côté, l'Égypte semble critiquer Israël parce que l'opération dans la bande de Gaza, dans la ville de Gaza, va déplacer la population civile vers la frontière avec l'Égypte et va exercer des pressions qui vont obliger peut-être les Égyptiens à réprimer, on va dire, des tentatives de pénétration illégale ou en tout cas de la part de la population civile gazaoui. D'abord, il faut parler du cynisme de ces deux pays. Il faut parler du rôle de ces deux pays dans le 7 octobre. Il faut parler du fait que le Qatar, à coût de centaines de millions de dollars, a permis au Hamas de se développer, a permis au Hamas de créer ces centaines de kilomètres de tunnels dans lesquels nos frères et sœurs, otages à Gaza encore aujourd'hui, sont en train de dépérir. Il faut parler du fait que c'est un officiel égyptien qui a induit en erreur le renseignement israélien et le chef du Shabak dans la nuit du 7 octobre, du 6 au 7 octobre, lui disant que le Hamas n'organisait pas ou n'était pas prêt ou ne voulait pas la guerre avec Israël, alors qu'il savait absolument que les plans du Hamas étaient différents. Et il a induit en erreur Israël. C'est quelque chose qui va s'éclaircir lorsqu'on ouvrira tout cela dans le cadre d'une commission d'enquête. Mais il s'agit de pays extrêmement dangereux et extrêmement avec j'allais dire une volonté de nuire et une nuisance vis-à-vis d'Israël qui est une nuisance évidente et prouvée. Après, il faut aussi parler du manque de moralité de l'Égypte qui a fermé à triple tour sa frontière dès les premiers mois des hostilités et qui ensuite vient nous parler de déplacement de population et de problèmes, j'allais dire, pour les non-belligérants. Je rappelle que lors de la guerre en Syrie, il y a des millions de Syriens qui sont retrouvés dans des camps de réfugiés en Turquie. La Turquie a ouvert sa frontière, a permis cette assistance humanitaire, chose que les Égyptiens ne font pas. Donc de toutes les façons, pour nos auditeurs, il faut que ce soit clair, on parle de partenaires belliqueux, mais réellement hostiles à toute morale et hostile à l'État d'Israël. Okay. Après avoir dit cela, je pense pas qu'il y a un réel risque que la frontière avec l'Égypte saute parce que on créerait une zone humanitaire plus proche ou moins proche de la frontière avec l'Égypte. Je crois seulement que le Qatar, en tout cas en partie, et peut-être aussi l'Égypte, joue le jeu du Hamas, joue le jeu de cette farce dans ces négociations interminables. Et en tout cas, eux, ils voient beaucoup plus clair dans le jeu du Hamas et ont permis en fait à ces négociations de s'éterniser. Je rappelle que les deux, l'Égypte comme le Qatar, permettent à la direction du Hamas et à des architerroristes de bénéficier d'asile chez eux. Et ils vivent au Caire comme ils vivent à Doha. Et je pense que c'est
Voilà, je pense que c'est terrible et je pense que s'il voulait réellement jouer un rôle qui était un rôle qui ferait avancer l'accord, eh bien, il menacerait tout ce leadership du Hamas d'être expédié sous 24 heures si il n'arrive pas réellement à un accord. Voilà. Alors, ils le font pas parce que au final, ils sont dans le camp du Hamas. C'est ça la réalité. Une dernière question, Raphaël. Elle se rapporte à la proposition de Benny Gantz de former un gouvernement d'union nationale avec Yair Lapid, avec Avigdor Lieberman, pour essayer de faire, apparemment, valider d'une part un accord sur la libération des otages, d'autre part résoudre le problème des élèves des yeshivot en n'étant pas dépendants, on va dire, des orthodoxes. C'est réaliste, un tel cas de figure ? Moi, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas parce qu'un tel gouvernement. Bon, il y a deux raisons à cela. Il y a la raison politique. Benjamin Netanyahou, on peut l'aimer, on peut moins l'aimer, mais on peut tous s'accorder sur le fait que c'est un fin politique et qu'il est pas né de la dernière pluie. Et alors qu'il sait très bien que Benny Gantz est en train de chuter dans les sondages, Benny Gantz qui était il y a 18 mois réellement son opposant majeur, je pense pas que ce soit logique qu'il lui offre, j'allais dire une passerelle de survie ou quelque chose qui lui permettrait de redorer son blason. Il y a aussi un jeu politique, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, c'est la raison la moins importante. La raison la plus importante, c'est que Benjamin Netanyahou, depuis en tout cas le gouvernement qu'il avait fondé avec Lapid et Bennett en 2014 et qui avait pas duré plus d'un an et demi, a compris qu'il ne peut pas toucher à ce qu'on appelle le gouche, c'est-à-dire ce groupe du centre droit, en fait, cet axe avec les ultra-orthodoxes qui lui permet en fait de gagner systématiquement grâce au vote, on va dire orthodoxe et traditionnaliste, de gagner systématiquement les élections, ou quasi systématiquement les élections. Je rappelle que c'est pas une invention de Benjamin Netanyahou, c'est une invention de Menachem Begin. Voilà, de mémoire bénite, cette idée de pactiser avec les ultra-orthodoxes et avec ce qu'on appelle les traditionalistes en Israël. Donc je pense qu'il va pas faire cela, d'autant que il a fait le nécessaire pour pouvoir faire passer une loi pour l'enrôlement des élèves de yeshivot. La nomination de Boaz Bismuth à la tête de la commission sécuritaire à la Knesset a pour objectif, j'ai envie de dire premier et unique, de faire passer cette loi le plus tôt possible dès le retour de la Knesset, en hiver. Donc je crois que c'est un spin. Je sais pas comment vous allez traduire ça, Daniel, mais c'est un spin. Et c'est comme cela qu'il faut y référer. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Hamzalag, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet, qui sont à la fois des sujets importants en termes sécuritaires, diplomatiques, mais aussi donc politiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, Raphaël. À bientôt. Merci Daniel.